tous, bienvenue dans ce premier épisode capsule de The HR Whisperer, le podcast où nous allons explorer le secret des ressources humaines pour dynamiser votre carrière. Je suis Elsa, spécialiste en RH, développement de compétences et de carrière depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis la fondatrice de Thanos HR Solutions et en fait mon travail c'est deux choses, c'est accompagner les entreprises dans leurs défis en acquisition de talent et en formation interne. Également accompagner, assister les individus, jeunes professionnels, porteurs de projets et personnes en milieu de carrière dans tout ce qui concerne leur épanouissement professionnel. C'est-à-dire que grosso modo, je vous aide à faire un CV gagnant, une lettre de motivation pertinente, à préparer vos entretiens, à savoir négocier un salaire, une augmentation, une promotion, à peaufiner vraiment votre projet professionnel pour booster votre parcours. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi Alice qui est étudiante en relations publiques à l'Université de Montréal. On va parler de quelles sont les astuces concrètement pour avoir un CV gagnant et pertinent. Bonjour Alice, merci d'être là. Bonjour Elsa, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce podcast. Je trouve que c'est un projet très intéressant. Pour la petite histoire, moi je suis étudiante en relations publiques à l'Université de Montréal, mais j'ai un background en biochimie, communication et gestion de la santé et services sociaux. Okay. Aujourd'hui, j'aimerais ça travailler en vulgarisation scientifique, idéalement auprès d'organisations à valeur ajoutée, dans l'humanitaire principalement. Et je suis avec toi justement pour que tu puisses me donner des clés pour pouvoir m'insérer sur le marché professionnel. Super, parfait, on va essayer de faire ça. Donc du coup, c'est quoi ta première question? Ma première question, c'est tout simplement, c'est quoi un bon CV? Comment faire pour avoir un CV concret qui s'adapte au marché ici au Canada, mais peut-être aussi à l'international? Ok, super, c'est une bonne question. Alors la première des choses, c'est que ton CV, c'est vraiment, faut que tu le considères comme une carte d'identité professionnelle qui va te précéder chez l'employeur, d'accord? Qui va en fait, il faut que ton CV, ça donne envie à l'employeur de te rencontrer pour la suite, d'aller aux prochaines étapes. Donc ton CV, il doit être clair, précis, concis, structuré. Ça, c'est les premières informations. Donc, avoir une mise en page qui va être aérée, utiliser des en-têtes qui sont claires, des listes à puces, des bullet points, etc. Tout ça, c'est des choses en fait qui vont te permettre de faire un CV qui va être facile à lire. Parce qu'il faut savoir que les employeurs, ils lisent ton CV en Z. C'est-à-dire que la première étape, c'est examiner rapidement en quelques secondes. Et donc, il faut qu'il soit pertinent à la lecture, mais surtout qu'il y ait les mots-clés importants qui sont en adéquation avec le poste pour lequel tu appliques. Voilà. Eh bien, tu sais quoi, déjà juste les premières informations que tu viens de me donner là, ça me permet de me situer un petit peu, de savoir est-ce que le CV que je fais a les critères que tu viens de me donner. Est-ce que le recruteur, est-ce que moi quand je construis mon CV, est-ce que je pense justement à la lecture en Z par exemple? Est-ce que je pense à des listes à puces? Est-ce que je pense à mes objectifs sur mon CV, mes réalisations? Ça m'aide déjà et ça m'oriente sur comment faire pour améliorer mon CV. Est-ce qu'il faut toujours adapter son CV en fonction de l'emploi ou en fonction du poste? C'est vraiment une question. Alors oui, il faut toujours adapter ton CV. En fait, ça montre premièrement que tu as fait tes devoirs. C'est-à-dire que tu as pris ton job description, tu as pris l'offre d'emploi, tu as checké, tu as vu que tu correspondais. Donc il faut l'adapter parce que il faut que tu personnalises, que tu sois capable de personnaliser ton CV pour deux raisons. Première raison, parce que la majorité des entreprises ont ce qu'on appelle un système de gestion des talents, donc qui est l'ATS, par lequel tu passes quand tu postules pour un emploi. Donc l'ATS est un robot, c'est une machine. Si tu n'as pas les mots-clés qui sont dans le descriptif de poste, l'ATS il va dire ok, elle ne correspond pas. Alors que des fois, tu as juste mis un synonyme par exemple, ou en tout cas une formulation qui correspond, qui montre que tu sais faire la chose, mais tu n'as pas mis le mot-clé exactement de la même façon. Donc il faut pouvoir intégrer les mots-clés dans ton CV de façon pertinente, de façon naturelle, pas qu'on a l'impression que tu as juste voulu tout rajouter en même temps. Et du coup, donc il y a cette partie de la TS là, et puis surtout en fait que le fait de personnaliser, ça montre aussi, comme je disais, que tu as fait tes devoirs, ça montre en fait que tu as un intérêt pour le poste. Parce qu'imagine, tu appliques à 10 postes, on voit tous là, tu sais, les mêmes CV à toutes ces entreprises là, et après la plupart des gens s'étonnent de ne pas avoir de retour. Donc c'est vraiment important d'adapter, de personnaliser, c'est hyper important. Donc si je comprends bien, il faut toujours réajuster son CV à chaque fois qu'on postule à une nouvelle offre justement par rapport justement à l'ATS que tu viens de m'expliquer tout de suite. Exactement. Merci beaucoup. Déjà, je savais que l'ATS était présent sur le marché du travail, mais je ne savais pas forcément que c'était présent dans la plupart des organisations maintenant en 2023. Et je me demandais, mais comment est-ce qu'il faut refaire son CV justement? Alors du coup, tu n'as pas besoin de refaire tout le temps un CV, parce que ça devient laborieux à un moment donné, surtout quand tu es en pleine période de recherche d'emploi. Il faut en fait que tu aies une base de CV. Tu fais un CV de base avec ton intitulé, enfin ton nom, ton prénom, tes informations, tout ce qui concerne l'éducation, les compétences, les expériences. Et en fait, quand tu as un poste, tu prends cette trame-là
ok, et tu la personnalises. Donc en fait, tu vas rajouter les mots-clés, comme je disais tout à l'heure, mais pas tout le temps refaire un CV parce que non, à la fin, c'est compliqué. Voilà. Oui, effectivement, ça peut être un petit peu laborieux, surtout quand tu postules et que tu dois refaire le CV du début à la fin. On n'y pense pas forcément, mais on peut passer 1 heure, 1 heure et demie à refaire un CV pour un seul poste, exactement, voire plus, pour un seul poste, alors que j'ai cru comprendre que pour chercher du travail, il fallait justement envoyer aussi le plus de CV possible pour avoir le plus de CV tu envoies. Bon, après, il faut aussi développer ton réseau, mais on en reparle dans d'autres cas. Mais c'est ça, il faut vraiment être capable de pouvoir envoyer beaucoup de CV pour maximiser en fait les chances d'avoir un emploi. En gros, être capable de refaire son CV, d'avoir un CV de base, de le refaire en fonction des offres et d'être capable d'aller chercher les mots-clés qui sont importants pour ce poste-là et les remettre en fonction de nous, notre expérience. Exactement. Du coup, ma prochaine question pour toi, c'est justement comment faire pour énumérer les responsabilités et les objectifs qu'on a fait ou qu'on a accomplis dans les carrières précédentes. Est-ce qu'il faut juste mettre des listes à puces toutes bêtes et toutes simples? Comment faire pour justement faire ressortir ça de façon cohérente et pertinente pour l'employeur? Alors du coup, oui, il faut ressortir ça de façon cohérente. Et en fait, pour faire ça, il y a une méthode qui est simple qui s'appelle le SAR, c'est-à-dire situation, action, résultat. En gros, si tu as travaillé, admettons, en tant que recruteuse ou en tant que spécialiste en acquisition de talent, je prends cet exemple-là parce que ça a été par exemple mon cas, que tu arrives dans une entreprise, tu es mis sur un projet. Donc, en fait, avant de mettre en place ce projet, on se rend compte d'une situation, comme de la problématique. D'accord, la problématique par exemple, c'est qu'on identifie qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Okay, et donc les actions qu'on va mettre en place, c'est qu'on dit ok, avec les collaborateurs qu'on a maintenant et puis ceux qu'on va recruter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler notre système de onboarding, donc d'accueil et d'intégration, pour vraiment que la personne se sente valorisée quand elle arrive au début. D'accord. Aussi, peut-être mettre en place des possibilités de formation en interne, de certification, pour permettre à ceux qui sont déjà présents de grandir en compétences. Ça, c'est les actions qu'on fait par rapport à la problématique qu'on a identifiée. Les résultats qui vont découler de ces actions-là, c'est de dire, ok, du coup, on se rend compte par exemple qu'on avait un turnover, je sais pas moi, de 10% il y a quelques temps. Au bout de, je sais pas, 6 mois ou 1 an à travailler sur ce projet, à avoir mis en place cela, les actions, etc., on voit une amélioration, donc tu donnes un autre chiffre. Donc, c'est vraiment donner des exemples concrets, des exemples chiffrés pour illustrer au mieux ce que tu as fait et pas juste lister comme ça simplement et bêtement comme tu le disais. Montrer au recruteur que ce que j'ai fait avant, j'ai compris, ça a eu des répercussions et voici ce qui s'est passé. Et je suis capable de le redire dans mon CV, puis quand vous allez me rencontrer en entretien, je vais être encore capable de mieux le dire, de mieux vous expliquer. Voilà en gros. Mais écoute, je trouve que c'est beaucoup d'informations d'un coup quand on fait un CV pour les jeunes professionnels en sortant de l'université. On n'a pas forcément cette dimension RH justement qu'un professionnel a. Nous, on pense juste à être capable de nous présenter, montrer les différentes expériences qu'on a eues par le passé. Mais on ne pense pas forcément justement aux fameux mots-clés, on ne pense pas forcément à la lecture en Z, on ne pense pas forcément à être capable de tout simplement aller montrer les objectifs, les illustrer. Ouais. Exactement, illustrer les réalisations qu'on a fait dans les postes passés. Je prendrai un exemple, moi par exemple, la dernière expérience que j'ai eue, j'ai été chargée de projet à l'international pour Supo, qui est une organisation à but non lucratif ici au Canada, mais qui travaille à l'international. D'accord. J'ai travaillé sur un projet. On a travaillé avec à peu près 60 femmes. Okay. Et moi, je ne savais pas comment être capable de l'écrire en fait sur un CV. Okay. Parce qu'au bout d'un moment, on a une limite, tu sais, on doit le faire en 1 page ou 2 pages. Ouais. Mais comment faire pour faire tenir ces réalisations en 1 page ou 2 pages et que ça soit pertinent aussi pour le recruteur? Je sais qu'on parle de chiffres, mais si par exemple on n'a pas travaillé avec des chiffres, comment faire pour avoir justement cette information? Alors si tu n'as pas travaillé avec des chiffres, ça peut être, tu sais, comme une donnée, en fait il faut juste qu'il y ait un résultat. Donc sur ton CV tu vas mettre, ok, la situation, la problématique c'était ça, ce qu'on a mis en place comme action c'était ça, et voici ce que ça nous a permis de faire. D'accord? Même si c'est pas un chiffre à proprement dit, c'est un exemple concret et ça fonctionne aussi. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple, par exemple en HR, mais que ce soit en HR, mais que ce soit concret? Donc si un téléspectateur nous écoute en ce moment, il soit capable de se dire, ok, voici l'exemple, j'essaie de le reproduire, mais par rapport à moi, mes réalisations. Ouais, mais c'est ce que je disais tantôt aussi, par exemple, je suis embauchée pour un projet d'identification, un projet de recrutement. Quand on te dit la situation, la problématique, c'est qu'on manque de main-d'œuvre, ou en tout cas, les personnes qu'on recrute ne restent pas assez. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Donc, ça, c'est le projet, c'est la problématique. On n'a pas assez de profils qualifiés et les profils qualifiés qu'on arrive à recruter ne restent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ok,
cas dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre? Au niveau des actions, si on a deux par exemple, c'est qu'on va être capable de dire au niveau de notre onboarding, notre accueil et intégration des candidats, on va faire quelque chose de plus valorisant, quelque chose qui réellement les accompagne jusqu'à ce qu'ils se sentent réellement bien intégrés au sein de l'entreprise. On va également, pour ceux qui sont déjà présents, leur offrir des possibilités de formation en interne. Il va venir des formateurs externes par exemple, leur offrir des possibilités de certification pour leur permettre de grandir et de pouvoir demander des promotions en interne. Ça, c'est les deux actions. Le résultat, on se dit, écoute, quand on a identifié la problématique, on voyait qu'il y avait 10% par exemple de personnes qui partaient au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Là, depuis qu'on a mis ça en place, on voit qu'il n'y a que 5%. Admettons, là c'est du concret. Là, tu as du chiffre, là, tu as du concret, on comprend. La problématique, elle est là, les actions, elles sont là, le résultat, il est là. Voilà. Donc, en gros, toi, tu dois être capable de pouvoir dire je suis rentré dans telle organisation, voici la problématique qu'il y avait dans l'organisation, voici ce que mon travail a apporté pour l'organisation, et voici le résultat, justement, ou le bénéfice que cette organisation a eu par rapport au travail que j'ai fait. Exactement. Merci beaucoup, c'est vraiment beaucoup plus clair. Mais j'ai une petite question, on n'en parle peut-être pas souvent, mais le côté intérêt, justement, où est-ce qu'on le place dans un CV? Comment est-ce que je fais pour mettre des intérêts qui me sont personnels, qui ne sont pas forcément en lien avec le professionnel ou qui peuvent être en lien avec le professionnel? Comment je le place sur un CV et comment je le mets en valeur? Alors tu parlais des centres d'intérêt, oui, d'accord. Tout ce qui va toucher peut-être à l'associatif, au volontariat, des choses comme ça. Ok. Donc du coup, ça c'est très important de le noter. Moi j'invite vraiment toute personne, qu'elle soit en début de carrière, en milieu de carrière, d'indiquer si vous faites en fait quelque chose en dehors du travail. Ça montre que premièrement, tu n'es pas un workaholic. Et puis ou en tout cas, tu n'es pas juste dédié à tes heures d'études, tu fais autre chose. Tu donnes de ton temps de façon gratuite à d'autres personnes qui en ont besoin ou à des organisations qui en ont besoin. Ça montre une bonne facette en fait de ta personnalité. Et puis surtout, admettons que toi, tu es intéressé par exemple à tout ce qui touche à l'environnement. D'accord? Donc tu intègres une association qui est dans ce domaine-là, qui ont plusieurs projets, plusieurs choses par rapport à ça. Et tu appliques pour une entreprise qui, son domaine d'expertise, c'est ça. C'est tout ce qui touche à l'environnement, etc. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'au moment de l'entretien que tu auras avec le recruteur, lui, il a déjà vu sur ton CV que tu as fait ça. Et à la fin de l'entretien, il peut dire, mais j'ai quelques petites questions pour vous par rapport à tout ce que vous faites en termes de bénévolat, est-ce que vous pouvez parler aussi de ça? Et là, tu te rends compte qu'au-delà de la partie technique compétence, vous avez des points communs, tu as des points communs, tu partages une même valeur avec l'entreprise et ça te donne un plus, ça te permet de te démarquer en fait des autres candidats. D'accord? Donc, et la section bénévolat, on va la retrouver en fait à la fin de ton CV, juste après la partie éducation, tu peux indiquer la partie bénévolat et ne pas hésiter vraiment à mettre en fait des expériences de bénévolat qui sont en relation également. C'est comme vraiment mettre surtout ça en premier, celles qui sont vraiment pertinentes pour le poste pour lequel tu appliques. Voilà. C'est vraiment intéressant. Il me semble que la dernière implication sur laquelle j'étais, c'était la conférence Adaptation Future, qui parlait un petit peu de comment faire un petit peu pour pouvoir avoir un impact significatif au niveau des différents secteurs d'activité. Et je ne savais pas vraiment où le placer dans un CV. Je trouvais que c'était une belle expérience, mais justement, je me demandais comment faire pour pouvoir le mettre en valeur justement pour un impact. Tu le rajouteras dans bénévolat ou dans le centre d'intérêt. Ouais, merci beaucoup. Derrière. Et du coup, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'il faut faire dans un CV. Mais on ne parle pas jamais de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire en général? Alors, dans les choses à ne pas faire, première des choses, c'est on est au Canada, donc tout ce qui va être dans ton CV, la photo, la religion, la date de naissance, les situations matrimoniales, on évite, on laisse tomber. Ton CV doit faire 2 pages maximum. Un CV plus long, ça n'a aucun intérêt, c'est hyper ennuyant, personne ne va le lire. Puis je me dis qu'en début de carrière, il n'y a pas de raison que tu aies un CV qui fasse plus de 2 pages. D'accord? Donc 2 pages, c'est le maximum. Ensuite, éviter les jargons, les acronymes. Tu sais, quand tu es dans un domaine spécifique, santé publique, peu importe, il y a beaucoup de jargons, d'acronymes. Et il faut en fait être capable de ne pas en mettre trop, parce que si en face de toi, tu as un recruteur qui n'est pas spécialisé, que tu rencontres d'abord une personne qui est généraliste, après on va se dire mais c'est quoi tout ça en fait? Donc être quand même le plus clair, précis possible. Et puis du coup éviter les CV trop designés, tu sais un peu, voilà, c'est pas du, tu sais, le but c'est pas de faire un dessin, enfin un CV. Donc le garder le plus sobre possible, même s'il y a des couleurs, etc. Voilà, donc ça va être vraiment les choses à ne pas faire. Voilà. Maintenant que j'ai toutes ces informations, est-ce qu'il y aurait un dernier conseil que tu pourrais me donner? Oui, effectivement. Moi, j'invite tout le monde à faire relire en fait son CV avant de l'envoyer à n'importe quel employeur, parce qu'en fait,
Le problème, c'est qu'on reçoit beaucoup de CV pour des fautes d'orthographe, de syntaxe, de grammaire, et c'est hyper dommage de prendre autant de temps, de respecter toutes ces astuces dont on a parlé au préalable, de faire un bon CV et en fait de voir son CV jeté à la poubelle parce qu'en fait on a moins de 25 000 fautes d'orthographe sur une page. Donc moi j'invite vraiment tout le monde à faire relire son CV, soit par une consultante en RH, soit par un collègue, un mentor à l'université, qui va vraiment avoir ce recul-là en fait, cette vue d'ensemble pour te dire mais ça il faut changer la formulation, etc. avant que tu l'envoies officiellement. Voilà, ça va être mon dernier conseil. Wow. Ben écoute, je repars de cette expérience avec beaucoup d'informations, avec beaucoup de conseils que je compte appliquer juste après pour ma recherche d'emploi. Puis je trouve que c'est vraiment une très très belle expérience. Je vous invite tous à soutenir ce podcast et être branchés pour les prochains épisodes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alice d'avoir été présente. Effectivement, c'est vrai que la rédaction du CV ça peut sembler complexe, mais en suivant les astuces dont on a parlé, il y a vraiment possibilité de créer quelque chose qui va être pertinent, attractif et gagnant et qui va permettre à chacun d'entre nous d'aller en fait à la prochaine étape qui est donc d'obtenir un entretien d'embauche. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. La tradition dans ce podcast, c'est de nous donner un mot de la fin. C'est quoi le mot pour toi qui résume parfaitement ce dont on a parlé ces dernières minutes? Je dirais audace. Pourquoi? Je dirais audace parce que tout simplement quand tu commences et que tu es jeune professionnel sur le marché de l'emploi, tu n'oses pas forcément aller rechercher des personnes qui peuvent t'accompagner justement dans ta recherche d'emploi. Tu n'oses pas peut-être te faire mentorer, tu n'oses pas explorer justement des possibilités de carrière différentes de ce que tu as vu peut-être lors de tes cours. Donc je dirais audace, je trouve que ça résume bien la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Ouais, je trouve aussi. Et pour enchérir sur ça, audace c'est vraiment intéressant parce que faut pas hésiter en fait à ce stade surtout de ta carrière quand tu es au début à aller demander de l'aide. Exactement. Parfait. Merci beaucoup Alice, merci d'avoir été là, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve dans le prochain épisode de HR Whisperer. On va parler de la stratégie d'emploi, surtout quand on est en début de carrière, comment rechercher un emploi et développer son réseau. Merci beaucoup. Merci.